Oui, dit madame Cécile Joannon à son amie Louise Aurélia, les portes de cette chambre sont bien fermées, et aussi celles de la chambre prochaine, et aussi celles qui sont au-delà, et personne ne pourra savoir si nous avons tenu des discours qui ne conviennent pas à la modestie de notre sexe. D'ailleurs, pourquoi ne l'avouerais-je pas, puisque nous sommes nés à 2 jours de distance l'une de l'autre? Nous sommes vieilles. Moi, du moins, je suis vieille, car ma jeunesse a fleuri sous le Second Empire, c'est-à-dire à l'époque où, ainsi que le constatent les historiens, la France n'était pas encore vertueuse. Continuez donc, je vous en prie, et parlez en toute liberté. Eh bien, oui, dit madame Aurélia, c'est à vous seule, chère Cécile, que je l'avoue. Ma guenille m'est affreusement chère. Ce qu'on affirme être si peu de choses en amour, cette joie matérielle et grossière que ressentent également la vachère et la déesse, et ces plaisirs d'essence auxquels il faut bien que les plus belles paroles aboutissent, car les plus subtiles abstractions de quintessence n'ont encore rien trouvé de mieux que le baiser, ce spasme d'une seconde, définitif et suprême, que le roi Louis XV aurait voulu prolonger pendant des heures, oubliant en sa légère pensée que si on employait l'or à en faire les pavés des rues, il ne serait plus bon à faire des joyaux, ces mystérieuses délices où la vie et la mort se confondent et nous emportent d'un accablant coup d'aile au-delà de notre être sensibilisé et transfiguré, me paraissent être ce qu'il y a de meilleur sur la terre. Ou d'ailleurs, rien autre chose, à ce que je crois, n'existe réellement. Ne pensez-vous pas comme moi? Hélas, dit tristement madame Joannon, sur ce point je manque malheureusement d'informations. Et ces enchantements, dont le souvenir vous transporte, je n'en pourrais guère parler que comme un aveugle des couleurs. Ô pauvre petite, dit madame Aurélia avec une sincère commisération, quoi se peut-il? Vous avez mordu avidement les savoureuses pommes d'Ève, et dans votre bouche de rose vous n'avez rien senti qu'un peu de cendre? On vous a payé en bon or comptant, et quand vous avez ouvert votre petite main enfantine, il n'y avait rien dedans que des feuilles sèches. C'est à faire pleurer les pierres. Ah, mon ami, si je pouvais vous le faire deviner par la pensée, ce monde fermé devant vos pas, vous y verriez des palais auprès desquels ceux de Sémiramis sont des étables, et des fleurs de diamants qui feraient ressembler à un ruisseau bourbeux le fulgurant flot d'or du Pactole. Hélas, dit la jolie Cécile, n'allons pas si vite. Ce que je ne sais pas, à mon grand dame, je ne l'ignore pas non plus complètement. En cette affaire, comme toujours, la réalité dépasse en imprévu les imaginations les plus folles. Mon histoire est si extraordinaire que, si un conteur s'avisait de l'écrire, on le mettrait aux petites maisons. Aussi les artistes ont-ils raison de ne pas se colter avec la vie réelle et de s'en tenir aux lieux communs habilement présentés. Mais moi, je vous croirai, dit Louise Aurélia, car je sais, pour l'avoir expérimenté, que le vrai ne peut jamais être vraisemblable. Dites-moi donc votre conte, qui déjà m'intéresse infiniment. Car, d'après les quelques mots que vous m'avez dit, il me semble que vous n'avez pas su prendre un parti dans la grande question d'être ou de ne pas être, et que vous n'êtes, au bout du compte, ni chair ni poisson. Oh, dit Cécile, je ne sais ce que je suis, et c'est bien ce qui fait ma peine. Mais mon ami, je vais m'acquitter en hâte avec les événements pour arriver le plus vite possible à ce qu'on pourrait appeler le cas de madame Joannon. Oh, dit madame Aurélia, impatiente, parlez, parlez vite. Je flaire déjà quelques bonnes chimères avec une poitrine de chèvre et des griffes d'oiseau.
Quand je fis mon entrée dans le monde, dit Cécile, jolie, je puis le dire à présent, avec beaucoup de cheveux châtains et de petites dents solides qui auraient pu me servir à me suspendre en l'air sous un ballon, et avec pas plus bête qu'un autre, Monsieur Joannon, qui occupait une haute charge et qui était un vieux libertin ayant besoin en amour de piment que ne fournit communément aucune femme légitime. Aussi me laissa-t-il pour compte, en m'accordant d'ailleurs une pleine et entière liberté dont je ne savais que faire. Car mon cœur imitait le silence prudent, et mes ignorances étaient si profondes et si nombreuses que j'ai le droit d'en parler au pluriel. C'est alors, dit Louise, que vous avez rencontré une amie. Oui, dit Cécile, avec qui je me liai étroitement. Ce fut la très belle Laure Faner, à qui son étonnante beauté, sa grande richesse, la haute situation de son mari, qui était, comme le mien, un don Juan sur tous les retours, permettait à son gré d'être vertueuse ou de ne pas l'être. Elle avait choisi ce dernier parti, et vous connaissez ses amours célèbres. Elle me représenta qu'en certains cas, l'avarice est une dilapidation, que je laissais perdre inutilement le bien du diable, enfin, tout ce que vous savez. Il me fallait un consolateur, elle l'avait tout prêt, et me donna de sa main Monsieur Armand de Théroude, cet officier d'état-major, beau comme un prince charmant, qui avait tout pour lui, naissance, esprit, bravoure, et le reste. On pouvait le résumer par un mot, la perfection. Il savait aimer, amuser, respecter une femme, timide ou audacieuse selon qu'il le fallait. Il me plut absolument, du moins à ce que je pus croire. « Et alors, dit madame Aurélia, ce fut lui qui vous fit éprouver rien du tout, dit madame Joannon. Laure Faner pensa que, cette épreuve n'ayant pas réussi, il fallait en essayer une autre, et par ses conseils, je cédai au jeune et illustre avocat Armandi, le plus éloquent des hommes, qui persuaderait aux anguilles de se faire écorcher vive. Il me persuada tout ce qu'il voulut, mais n'éveilla pas mon sang engourdi en un calme sommeil. J'aimais, je crus aimer Neville, le compositeur césaré, qui joue du piano avec d'agiles doigts de virtuose, mais à quoi bon pousser plus loin cette triste nomenclature? Mes serviteurs se succédaient comme des acteurs affairés qui rapidement traversent la scène, et on pouvait dire d'eux, comme dans la légende des siècles, un autre, un autre, un autre, un autre, ô cieux funèbres. Diable, dit madame Aurélia, dans tout cela, maintenant c'est le dénouement qui m'intrigue. J'y arrive, dit madame Joannon. À ce moment-là, madame Faner et moi, nous étions voisines de campagne, à 14 kilomètres l'une de l'autre, car Laure habitait près de Pierrefonds, son château de Vignoles, et nous, à Compiègne, tout près de la forêt, une jolie maison avec un parc planté d'arbres antiques. Chez l'une comme chez l'autre de nous, le voisinage des fêtes impériales attirait des hôtes nombreux, et nous avions souvent fort agréable compagnie. J'étais allé passer une journée chez Laure, où se trouvaient réunis force gens amusants et illustres, et pour tout dire en un mot, la fine fleur, le dessus du panier de la société parisienne. Cette élite de seigneurs, de brillants officiers, de poètes et d'artistes n'était déparée que par une exception unique. Mais l'homme qui faisait tâche parmi ces héros de la vie avait pour lui une excuse, c'est qu'il était le propre cousin de Laure Faner. C'était un fabricant de draps d'Elbeuf, pas jeune du tout et pas encore vieux, ordinaire. Honnêtement vêtu, chez qui la vulgarité n'était pas poussée à ce degré d'exaspération où elle devient intéressante. Il n'avait même pas le mérite de s'appeler Dupont ou Durand, ce qui constitue une sorte d'originalité à rebours à laquelle on peut n'être pas insensible. Il se nommait simplement Loisy.
et il aurait ressemblé à tout le monde si son visage n'eût été orné d'une de ces barbes en collier dont l'usage fut souverain en même temps que le roi Louis-Philippe et dont la mode surannée, à l'époque dont je vous parle, s'était déjà restreinte à quelques rares cochers de fiacre. Je n'ai pas à vous dire l'impression que M. Loisy produisit sur moi, il n'en produisit aucune. Il était quelconque et ne mérite pas d'autre appréciation. La journée se passa en jeux, en promenades, en musique. J'avais bien promis à monsieur Joannon de rentrer à Compiègne le soir même. Toutefois, quand les invités se furent retirés chez eux, je restai un assez long temps à causer avec Laure, car nous avions à échanger de nombreuses confidences. Il était déjà fort tard lorsque ma voiture fut attelée, mais j'ai toujours aimé à voyager la nuit, et d'ailleurs il faisait clair de lune. Cependant les nuages s'amoncelèrent. Bientôt les arbres furent tordus par un ouragan furieux, et au moment où j'allais partir, le ciel s'alluma de soudains éclairs. Bientôt la pluie tomba avec furie. On n'eût pas mis un poète dehors, à plus forte raison une jolie femme. Et je fus bien forcé de rester à Vignoles. Mais ici une difficulté se présentait. Le château était bondé, toutes les chambres étant prises. Laure m'offrit bien de partager la sienne, mais je n'acceptai pas, sachant que mon ami a la nuit des crises d'étouffement et pensant qu'il lui aurait déplu de se montrer à moi dans le désordre que produisent ces cruelles souffrances. Il fallut faire contre fortune bon cœur. On fit lever une lingère, mademoiselle Eulalie, qui était venue travailler en journée au château. On mit à son lit des draps blancs. Une femme de chambre emmena cet exilé avec elle, et je me couchai à la place qu'elle venait d'abandonner. Il fut convenu que, pour ne pas trop inquiéter mon mari, je partirais au petit lever du jour. Aussi laissai-je la clé sur la porte de ma chambre, afin qu'on pût m'éveiller sans faire de bruit, ni troubler personne. Mais le sommeil effleurait à peine mon front et mes paupières, lorsque j'entendis la clé tourner dans la serrure, et quelqu'un entra. Je me tus, je n'appelai pas, je ne dis rien. Par quels sentiments compliqués et mystérieux, quelle secrète pensée me conseilla le silence? Fût-ce l'horreur du bruit ou du tumulte, ou la vague terreur qui vous force à rester immobile, ou une lancinante curiosité que je ne m'avouai pas? Quoi qu'il en soit, je me sentis bientôt saisi et pressé entre deux bras robustes, baisé sur le front, sur les cheveux, sur les lèvres, sur le visage, et alors, ô mon ami, comme si se fût déchiré le voile qui me cachait la vie et tout, je l'ai connu. Ces spasmes, ces sanglots, ces frémissements, ces plaisirs inouïs, ces sensations de ravissement vertigineux et mortel que j'avais si souvent rêvé et entendu raconter comme le petit Pousset et Peau d'âne, mais que je ne connaissais pas davantage. Quel flamboyant archange m'ouvrait ainsi les portes de diamants des paradis d'étoiles et de fleurs? Il n'y avait pas à en douter. C'était Monsieur Loisy, le marchand de draps d'Elbeuf. J'avais reconnu la coupe extraordinaire de sa barbe. Cependant, je roulais, éperdu et subtilisé, à travers les abîmes d'extase, aussi étonné que si un ânier du village voisin avait inventé l'Iliade. Je m'endormis enfin, et quand je me réveillai, j'étais seul. Au matin, je ne partis pas, parce que mon mari, inquiet, était accouru, et nous restâmes quelques jours de plus chez madame Faner. Naturellement, je revis le marchand de draps, et, croyez-le bien, je n'eus pas du tout l'idée de lui crier « Je vous aime », ni de recommencer avec lui ces heures uniques de ma vie, pendant lesquelles j'ai été femme. Plus que jamais, je le vis quelconque, impersonnel,
pas plus fait pour devenir un amant qu'un sultan des Turcs. D'ailleurs, il ignorait complètement sa bonne fortune et son crime, croyait n'avoir outragé que mademoiselle Eulalie comme il en avait coutume, et ne savait pas du tout qu'il m'avait fait subir ainsi les dernières délices. Qui a bu boira, ma chère Louise, vous le devinez. De nouveau, j'ai voulu effeuiller les marguerites avec des hommes beaux, adorés et charmants. C'est comme si j'avais chanté « Femme insensible ». De nouveau, j'étais devenue de marbre et de pierre et de glace. Et je pouvais dire de moi ce que madame de Pompadour disait d'elle-même, « Je suis froide, comme une macreuse ». Telle est mon histoire. Elle est, dit madame Aurélia, tout à fait particulière et comporte des moralités très diverses. D'abord, elle prouve une chose déjà prouvée depuis longtemps, c'est que l'amour non seulement souffle où il veut, mais fait tout ce qu'il veut et comme il veut. Secondement, elle nous enseigne qu'il ne faut pas juger sur l'apparence, ni même sur la réalité. Car peut-être faites-vous beaucoup trop bon marché de monsieur Loisy, et il n'est nullement impossible de supposer que ce fabricant de draps ait été doué d'un génie spécial. Enfin, elle nous montre que les idées reçues et passées à l'état de formule sont brutalement démenties par les faits. Le mécanisme de nos sens et de nos organes nous est profondément inconnu. C'est pourquoi, si les romans voulaient approcher de la vérité, qu'ils cherchent toujours, ils devraient tous être écrits par de grands physiologistes. Qui, alors, dit madame Joannon, ne saurait pas les écrire, car c'est un cercle vicieux.